Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la mairie du 2e arrondissement de Lyon. On est sur site, ce qui est assez agréable et assez sympathique. On est avec Pierre Oliver, vous êtes le maire du 2e arrondissement, bonjour. Bonjour, merci pour cette interview. Merci surtout à vous de nous recevoir, parce que c'est agréable de se voir en vrai plutôt qu'en visio. Vous êtes le maire du 2e arrondissement, un tout jeune maire et un nouveau maire, puisque vous n'avez pas 30 ans, ce qui est quand même assez rare. Et on peut dire pour les Lyonnais, mais pour les autres aussi peut-être, que votre élection n'était pas une évidence. Alors moi, ma première question, c'est un peu qui vous êtes? Comment est-ce qu'à 28 ans, on a envie ou on devient maire du 2e arrondissement de Lyon? Eh bien, disons que moi, je me suis toujours intéressé à la politique et c'est vrai qu'à 18 ans, j'ai pris ma première carte, à l'époque à l'UMP, qui était un parti politique et qui est la formation politique aujourd'hui dans laquelle je me retrouve le plus, la droite et le centre. Pour expliquer mon parcours assez simplement, donc moi je suis né à La Sauvegarde, dans le 9e arrondissement. J'ai fait mes premières années à Écully. Et puis la carrière professionnelle de mon père notamment nous a emmenés à l'étranger. Et donc j'ai fait plus de 10 ans en Roumanie. Puis nous sommes ensuite partis en Égypte et j'ai passé mon bac au lycée français du Caire avant de revenir en France pour faire des études, une licence droit éco-gestion dans un premier temps. Et puis après, j'ai terminé sur un Master 2 en gestion des collectivités locales. Donc il y avait toujours une petite idée derrière d'implication dans la vie publique. Et les aléas des opportunités professionnelles m'ont emmené plutôt dans la construction. Donc vous voyez, c'est pour répondre un petit peu à votre question, c'est vrai que c'est à la fois des opportunités, c'est une volonté. Aussi parfois, non? Vous l'avez très justement dit, c'est des rencontres. Moi, pour ce qui est du mandat que j'occupe aujourd'hui, ça a été la rencontre avec Étienne Blanc, qui était la tête de liste sur la ville de Lyon lors des élections municipales de 2020 et qui a décidé de me faire confiance pour le 2e arrondissement. Et voilà, on a mis beaucoup d'énergie et puis au final, on a réussi à s'imposer. Et du coup, avec le résultat qu'on connaît. Donc, en fait, quelque part, vous n'aviez pas forcément rêvé d'être maire ou élu. S'il y avait un engagement, vous aviez une activité professionnelle, vous avez une vie de famille aussi avec un enfant jeune, en plus ça ne doit pas forcément facile à gérer. Comment est-ce que tout d'un coup, on se projette dans la vie et le mandat d'un élu? Parce que c'est quand même pas évident. Disons qu'à partir du moment où l'élection commence et qu'on est finalement désigné par une tête de liste qui est Étienne Blanc pour ce qui est de la ville de Lyon, mais qui peut être un parti politique dans d'autres contexte, on se lance, on se projette et puis on réfléchit réellement. Quand on est un citoyen et qu'on s'intéresse à la vie publique, on réfléchit en permanence à ce qu'on pourrait améliorer, à ce qu'on verrait de différent dans la vie notamment d'une cité. Et bien petit à petit, on façonne un petit peu la ville dans laquelle l'on est. Et un jour, on y arrive, ce qui a été notre cas récemment. Et ben on se projette et on essaye de mettre en application des idées que l'on avait eues. Et derrière, essayer d'améliorer un petit peu le quotidien, parce que c'est aussi ça, c'est essayer d'améliorer le quotidien. Penser la vie des gens, on reviendra un peu sur le portrait robot de l'arrondissement. Je reste sur ça parce que c'est assez étonnant pour les gens qui nous regardent, etc. C'est quelques maires de moins de 30 ans. On sait aussi par exemple que les jeunes souvent s'intéressent à la politique, mais pas forcément aux élections. Et on sait qu'il y a eu malheureusement beaucoup d'abstention. Qu'est-ce que vous diriez ou comment vous raconteriez ça à un jeune qui dit si, c'est important de s'engager, ça sert à quelque chose? Comment est-ce qu'on arrive à convaincre et est-ce que la jeunesse vous aide à être peut-être plus engagé, plus impliqué, plus convaincant? Comment ça se passe? Je pense que c'est très dur d'impliquer les jeunes dans la vie politique. Aujourd'hui, beaucoup les étudiants notamment s'impliquent soit dans des syndicats étudiants, soit dans des associations. Et donc, eux, leur engagement, je dirais, pour la vie quotidienne, elle se façonne beaucoup sur ce type d'activité-là et peu sur le monde politique. Et peut-être aussi parce que pendant très longtemps, les élus de droite, de gauche n'ont pas laissé la place aux jeunes. Et aujourd'hui, moi j'ai eu de la chance d'avoir quelqu'un qui croyait en moi et qui m'a poussé, parce que véritablement, si vous n'avez pas quelqu'un à côté de vous pour vous accompagner, vous pousser, c'est très difficile d'y arriver. Et donc aujourd'hui, moi ce que je dirais à un jeune qui a envie de s'engager, c'est d'y aller, mais d'y aller réellement et d'y croire jusqu'au bout. Et c'est pas parce que vous allez avoir beaucoup de personnes qui ont à la fois de l'expérience ou pas et qui vous expliquent en permanence qu'on ne peut pas y arriver, que c'est trop dur, qu'on n'est pas assez expérimenté pour pouvoir gérer une collectivité. Ça, je leur dis, c'est faux. Ça vous est arrivé ça un peu? Vous avez des anciens qui parfois essayent de vous donner des conseils comme un petit jeune ou... C'est souvent, mais c'est vrai quand on exerce et c'est vrai aussi quand on se présente, parce qu'on vous dit « Ah, là-dessus,
tu ne devrais pas aller sur ce sujet-là, tu ne devrais pas parler de ça. Au contraire, je pense que quand on est jeune, c'est notre force. On est peut-être moins dans la langue de bois que peuvent l'être ceux qui ont plus d'expérience, pour différentes raisons d'ailleurs. Et moi, si j'ai vraiment un conseil à leur dire, c'est n'hésitez pas et allez-y, parce qu'on a besoin de jeunes. On a besoin de jeunes qui pensent, qui se façonnent une idée politique. Et je les invite aussi à beaucoup lire. Parce que dans la littérature politique, philosophique des 2-3 derniers siècles, vous avez beaucoup d'ouvrages qui sont très inspirants et sur lesquels vous pouvez voir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui et anticiper peut-être des problèmes. Savoir d'où on vient, c'est toujours utile et important, cette culture. Si vous deviez faire une sorte de portrait robot un peu du 2e arrondissement, qu'est-ce que vous diriez pour le raconter et le présenter? Premièrement, pour ceux qui ne connaissent pas Lyon, le 2e arrondissement aujourd'hui c'est le cœur de Lyon, c'est cette presqu'île entre Rhône et Saône. Aujourd'hui on a un arrondissement qui a 3 quartiers, peut-être même 4, très identifiés. C'est-à-dire que dans un premier temps, si on part du nord au sud, vous avez toute la partie qui se situe entre la place Bellecour et l'église Saint-Nizier. Un quartier qui est très mixte dans les usages, c'est-à-dire vous avez beaucoup de tertiaires, vous avez un tissu commercial fort avec des belles enseignes, moins d'habitants que dans le reste de la presqu'île. Et c'est un quartier qui aujourd'hui doit continuer d'être habité. Et ça, nous, c'est une vraie vigilance que l'on a en tant qu'élus, c'est que ce quartier-là, qui est le cœur de la ville, continue d'être habité. Après, vous avez le secteur d'Ainay, qui est un quartier historique, qui s'est construit beaucoup autour de l'abbaye d'Ainay, un quartier où il fait bon vivre, relativement tranquille et apaisé. Et pour nous élus, c'est un autre enjeu de garder justement ce cadre de vie en ville et qui plus est dans le cœur de la métropole. Une identité un peu historique quand même aussi. Identité historique avec du conservatisme aussi. Vous avez vraiment un quartier qui est très intéressant et qui est aussi commercialement dense parce que vous avez des artisans, des commerçants, du commerce de bouche de qualité. Et alors après, on a vraiment la fracture au niveau de Perrache, l'échangeur, la gare. Et là, vous avez un autre quartier où moi je m'établis, qui est le quartier de Perrache. Alors certains disent Perrache-Confluence. Moi, en tant que maire, je vous dirais qu'il y a 2 quartiers. Il y a le quartier de Perrache et il y a le quartier de Confluence. Le quartier de Perrache est historiquement populaire. Et aujourd'hui, on y retrouve des familles qui sont là depuis 70, 80 ans, qui sont établies à Perrache depuis toujours. Et vous avez un vrai quartier historique. Et puis après, vous avez la Confluence, le quartier moderne, les bâtiments d'excellence au niveau environnemental, une architecture audacieuse, un quartier ouvert sur l'eau, un quartier ouvert sur les mobilités douces, un quartier ouvert sur la mixité d'usages, et ça j'y tiens beaucoup, entre le commerce, le tertiaire, le résidentiel, et avec aussi de la mixité sociale. Quand on arrive comme ça et qu'on a une sorte de mosaïque avec des sujets divers et variés que vous commencez à évoquer, qu'est-ce qu'on se met comme priorité? C'est quoi aujourd'hui, si on vous demandait voilà, vos priorités pour l'arrondissement ou la vision que vous avez de votre arrondissement? Ce serait quoi les 2-3 chantiers par lesquels vous avez commencé, peut-être à la fois symboliques ou structurants, pour changer? Puisque le but de la politique, c'est aussi changer. Il y a le volet cadre de vie au global et qui, lui, se gère, si je puis dire, quartier par quartier, secteur par secteur. Et il y a de l'autre l'aspect plus structurant, et notamment l'urbanisme, parce qu'aujourd'hui, ce qui structure et ce qui façonne la ville, c'est les mobilités et l'urbanisme. Et de ce point de vue-là, on est un terrain de jeu immense avec la Confluence, parce que nous avons encore... il y a encore de l'espace à la Confluence pour construire? Dizaines, voire centaines de milliers de mètres carrés à construire. Quand on dit comment on pense cet arrondissement, c'est comment on crée un équilibre, parce que l'équilibre aujourd'hui est fragile de tout point de vue. Notre objectif, c'est que demain, les gens qui s'installent ici soient bien, trouvent un cadre de vie, alors même qu'on est dans l'hyper-cœur de Lyon, trouvent du commerce de proximité et des facilités pour pouvoir se déplacer sur leur lieu de travail, que ces derniers ne subissent pas trop de nuisances. Et donc voilà, là-dessus, on a un travail énorme à penser, à anticiper, parce que derrière, c'est aussi des équipements publics, que ce soit des équipements sportifs, que ce soit des équipements culturels. Et donc c'est tout ça que l'on doit façonner pour justement travailler sur l'avenir d'un quartier. On a connu quand même une époque très compliquée qui l'est encore avec le contexte sanitaire et économique. Vous avez énormément de commerçants. Vous savez, quand on pense autour de la place Bellecour, avec des associations de commerçants d'ailleurs qui sont très reconnues et qui souffrent. Qu'est-ce qu'on essaie de faire quand on est maire d'arrondissement pour soutenir quelque part son commerce? Ou est-ce qu'on va discuter? Est-ce qu'on va les rencontrer? Quelle vision vous avez de ce tissu aujourd'hui commerçant et de son état? On essaye beaucoup d'avoir des contacts réguliers
à la fois avec les associations, mais aussi avec les commerçants eux-mêmes, parce que tout le monde n'a pas le même niveau d'implication dans une association de commerçants. Nous, notre rôle, très clairement, c'est d'être facilitateur. Aujourd'hui, il y a cette espèce de poids permanent qui pèse sur le monde économique, qui pèse sur le commerce. Et donc, justement, nous, notre rôle aujourd'hui d'élus, c'est de voir comment on peut aider les commerçants à la fois à innover, à la fois à attirer de la clientèle. Et pour nous aussi, ces commerçants sont, je dirais, la force de nos quartiers. Et on doit justement les aider à travailler correctement, les mettre dans de bonnes dispositions pour qu'eux, derrière, puissent attirer large et faire vivre cette presqu'île. Parce qu'à partir du moment où vous avez des flux, à partir du moment où vous avez du passage, eh ben, c'est que vous avez un quartier agréable où il fait bon à la fois vivre, mais aussi où il est agréable de venir flâner, si je puis dire. Donc là-dessus, oui, on a des contacts plutôt réguliers avec les commerçants, mais avec d'ailleurs d'autres acteurs économiques. Ce qui est à la fois une force, parfois, c'est cette capacité que vous avez à attirer du monde, et puis aussi parfois un souci, parce que c'est vrai que c'est un quartier de brassage où il y a énormément de monde qui vient. Je sais que dans les difficultés qui sont les vôtres aujourd'hui, il y a un certain nombre de questions qui se posent, avec notamment les personnes sans domicile fixe, ou toutes ces personnes qui sont un peu en déshérence et qui, parce que c'est le centre, se retrouvent là un peu plus que dans d'autres arrondissements. Je pense que la question du sans-abrisme n'est pas propre à Lyon, hein. Elle se retrouve aujourd'hui sur l'ensemble du territoire français et dans tous les cœurs de métropoles et de grandes agglomérations. Pour autant, il y a une véritable question de dignité humaine par rapport à ces gens. On ne peut pas laisser à la rue qui sont sortis du système pour diverses raisons et qu'aujourd'hui, la collectivité doit accompagner pour les réinsérer, pour les aider. Alors il y en a qui sont là depuis très longtemps, donc là c'est d'autant plus compliqué parce que vous avez des addictions, alcool, drogue, médicaments, etc. Puis vous en avez d'autres qui viennent juste de sortir de ce système. Et donc nous, notre rôle là-dessus, c'est de les aider, de les relancer, de leur redonner une deuxième chance. Il y a des associations qui font un travail formidable, et là encore, le rôle de la collectivité, c'est de faire matcher, si je puis dire, l'ensemble des acteurs pour y arriver. D'autant plus que c'est très compliqué, parce qu'à Lyon, vous avez une superposition des collectivités. J'allais y venir, parce que je vous entends parler de ces sujets qui sont des sujets à la fois d'importance, structurants, qui demandent des moyens, etc. Et un peu pour vous pousser dans vos retranchements, avec une question qui fâche un peu, parce que maire d'arrondissement, d'opposition, avec un nouveau maire, on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure, qui fait une politique assez différente ou assez décalée ou assez nouvelle, en fait, vous ne servez pas à grand-chose. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu frustré de temps en temps par rapport à... Comment est-ce qu'on compense peut-être ce manque de possibilités ou de moyens? Il y a une vraie difficulté à être maire d'arrondissement d'opposition, parce qu'en fait, vous gagnez l'élection sur votre périmètre, mais pour autant, vous n'avez pas la liberté de pouvoir exercer pleinement les fonctions d'une mairie. De ce point de vue-là, c'est sûr que c'est frustrant. Alors il faut à la fois faire preuve d'audace, faire preuve aussi de ténacité pour pouvoir, pour permettre aux différents projets d'avancer. Il y a des sujets sur lesquels très clairement on a beaucoup de mal à avancer, et d'autres où justement on arrive à trouver des solutions en se tournant vers les bons interlocuteurs. Alors des fois on a une mairie centrale ou une métropole qui est prête à jouer le jeu. À d'autres moments, c'est plus compliqué, et tout dépend aussi des domaines. Il y a des sujets sur lesquels on a des points de clivage qui sont très forts, et sur d'autres où on peut trouver un terrain d'entente. Je vais vous en donner un très clair, et je l'ai dit au maire de Lyon quand je l'ai vu. Très clairement, aujourd'hui, sur la végétalisation de Lyon, nous, c'était notre programme. On y croit plus que tout, et là-dessus, on accompagne la mairie centrale, on est force de proposition aussi, parce que quand on est dans l'opposition malgré tout, ce serait trop facile de se cantonner uniquement au rôle de l'opposant, si je puis dire, bête et méchant, qui passera son temps uniquement à expliquer que ce que fait la mairie centrale n'est pas bon, quel que soit le sujet. Ces fameux fonctionnements un peu à l'ancienne, qui ont sans doute abîmé d'ailleurs l'image, y compris de la politique. Et nous, ce qu'on essaye de faire depuis le début du mandat dans le 2e arrondissement, c'est justement d'être une opposition constructive, c'est-à-dire quand il y a un point de clivage très fort, on demande l'avis aux habitants, qui, eux, nous expriment soit leur mécontentement, soit au contraire leur adhésion à un projet. Et derrière, on met le débat sur la place publique, on fait valoir les arguments des habitants, mais aussi les nôtres. Et il y a beaucoup de pédagogie, je crois, qui est nécessaire aussi aujourd'hui. Il en faut. Et puis, sincèrement, il y a des sujets aussi sur lesquels on peut trouver des terrains d'entente. Je crois beaucoup au pragmatisme, à ce que certains appelaient dans le temps la réelle politique. Vous voulez en arriver là, nous voulons en arriver là, trouvons un consensus.
Alors, je vous avoue que c'est pas simple aujourd'hui avec la rupture forte idéologique que l'on a entre les deux camps. Pour autant, on essaye de tous mettre un peu d'eau dans notre vin, du moins de notre... J'allais dire, vous le rappeliez au début de notre entretien, vous êtes un vrai Lyonnais. C'est vrai que politiquement, vous faites aussi de la politique. La nouvelle gouvernance à la métropole et à la mairie, elle est assez différente et elle a gagné, c'est comme ça, c'est pas évident. Mais comment vous voyez, vous, cette ville de Lyon bouger, auquel vous êtes attaché, que vous aimez? On a toujours dit qu'il y avait un mode de gouvernance à la lyonnaise qui est quand même un petit peu bousculé. Comment est-ce que vous vous projetez? Parce que vous avez l'âge aussi peut-être pour vous projeter dans d'autres ambitions, mais comment vous vivez ça et qu'est-ce que vous imaginez pour Lyon demain? Quand on se projette un petit peu à l'avenir et qu'on remet un petit peu tout en contexte, on constate quoi? Que premièrement, le phénomène de métropolisation auquel on assiste tend à ce que un maximum de gens arrivent demain sur le périmètre lyonnais, que ce soit sur la ville ou sur l'agglomération. Aujourd'hui, les chiffres parlent de 15 000 habitants tous les ans qui arrivent sur Lyon. Je pense d'ailleurs que la crise économique que l'on va vivre du fait de la crise sanitaire va encore accentuer cela. Et donc quand on a ces chiffres en tête et ces éléments-là en tête, on se projette en anticipant. Et donc c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui construire du logement, réfléchir dans son ensemble l'aménagement du territoire, réfléchir les mobilités. Et aujourd'hui, c'est un des points de clivage fort qu'on a avec la majorité écologiste, parce qu'eux nous expliquent qu'il ne faut pas densifier, mais que pour autant, les déplacements en automobile ne sont plus possibles. Il n'y a que le vélo qui prime. Pour autant, il faut du vélo, on est les premiers à le concevoir. Mais en fait, ce discours contribue à une seule chose, c'est l'étalement urbain, et qui va donc dans le sens inverse de ce que tous nous prônons, c'est limiter au maximum les émissions de gaz à effet de serre, limiter au maximum la pollution. Et donc là-dessus, je pense qu'il faut envisager la ville différemment, peut-être densifier plus, peut-être concentrer sur des espaces centraux. Je sais que Gérard Collomb explique souvent que la Part-Dieu est un grand pôle tertiaire qui a vocation à se densifier. Mais c'est très judicieux d'avoir cette vision-là des choses, parce que quand vous concentrez les emplois tertiaires sur quelques pôles rapprochés les uns des autres, la Part-Dieu, la Confluence, vous avez aussi le Carré de Soie ou Gerland, et ben en fait, tous les déplacements tendent vers ces mêmes pôles d'activité, et donc vous limitez au maximum les déplacements. Et donc il faut l'envisager vraiment dans son ensemble. Et le problème aussi que l'on rencontre, c'est que si vous ne construisez pas plus de logements libres, vous allez avoir des prix qui vont continuer d'exploser et on va assister à un phénomène où vous aurez uniquement les riches qui pourront s'installer dans Lyon et tous ceux qui sont, je dirais, en dessous des seuils, qui ont droit à des places en crèche, qui ont droit à la cantine gratuite, au transport en commun gratuit, à l'eau gratuite. Et entre les deux, vous avez une grosse classe moyenne qui ne pourra plus se loger à Lyon et donc, de fait, contribuer à cet étalement urbain, contribuer à l'explosion, si je puis dire, de la pollution et de ses émissions. Et donc nous, notre rôle de collectivité, elle est très clairement d'envisager la suite en se disant mais comment on fait pour limiter au maximum tout en ayant en tête que la métropole va se développer. On le voit, les sujets ne manquent pas, c'est des sujets denses, en plus c'est compliqué. Vous êtes au tout début de votre mandat. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour conclure cet entretien pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, vous, en tant que jeune et nouveau maire d'arrondissement, de voir grandir votre arrondissement, de quelle manière, votre ville, comment? D'abord de retrouver un calme en presqu'île, parce que c'est vrai qu'on est dans le centre, on sait qu'on a toujours des nuisances, mais on sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de dérives et on a une volonté très forte, même si ce n'est pas de notre ressort malheureusement, de retrouver un calme et d'avoir un centre apaisé. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que l'ensemble des mobilités puissent cohabiter intelligemment. Et puis, je dirais troisièmement que l'on garde ce cadre de vie dans certains quartiers de l'arrondissement. Ben voilà un beau programme. On aura l'occasion, j'espère, de se recroiser pour en parler, de voir comment ça évolue. Merci beaucoup de votre accueil. On a été ravis de vous rencontrer et de vous découvrir. Merci à toutes et à tous de votre fidélité sur la chaîne Immédiat Politique. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de l'Élu du Coin. Au revoir.